pour nous. Et ça aussi. Toujours à Teruel ce matin. On visite la ville après avoir pris un petit déj assez imposant. Tarte au queso et des sortes de petits pains au chocolat. Vachement bon. 1920. Ouais, c'est pas si vieux que ça alors. Et là on est juste à côté à 50 mètres de l'hôtel. Il y a l'Escalatina des Ovalos. Un escalier qui est moins stylé comme escalier on va dire. Ce matin il fait froid, je sais pas combien il fait mais il fait pas chaud. Il doit faire 15 degrés, un truc comme ça. Je sens que le mois d'octobre arrive. Que frio. Et du coup l'escalier a bien été construit dans le style, mais plus tard. Teruel, c'est une ville dans laquelle il y a eu une des plus importantes batailles de la guerre civile espagnole, puisque c'était un endroit stratégique. C'était une proéminence, un avancement des troupes de Franco vers l'est, et du coup c'était un endroit stratégique. Et les républicains ont tenté de reprendre la ville, ils ont réussi quelques jours je crois, avant de se faire virer de la ville. Du coup il y a eu beaucoup de combats dans la ville et autour. Ça a été l'une des plus grosses batailles de la guerre qui a été perdue par les républicains, et c'était le début de la défaite républicaine en fin de compte, parce qu'ils n'étaient pas assez coordonnés. Et une autre grosse bataille qui a eu lieu pendant la guerre juste après, parce que je crois que la bataille de Teruel c'était en 1937, et en 1938 c'était la bataille de l'Èbre, la rivière, et c'est là-bas qu'on va après. Est-ce que tu connais l'histoire de cet aqueduc? Moi non plus. Maintenant nous sommes à l'entrée du canyon Rojo, canyon rouge de Teruel. On n'est pas allé plus loin parce qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin de toute façon dans tous les cas. Puis avec les crevasses, si on peut éviter de casser la voiture, c'est pas plus mal. La terre elle est bien rouge. Ça tombe à pic là. Impressionnant hein. C'est un plateau quoi. On est dans le lit d'une ancienne rivière en fait.
bataille de l'Èbre. C'était la bataille la plus importante de la guerre civile. C'était les républicains qui ont traversé la rivière de l'Èbre. Et puis au bout de peu de temps, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de provisions et que c'était trop compliqué d'un point de vue logistique. Donc ils ont obligé de se replier en retraversant l'Èbre. Une catastrophe. C'est les forces de Franco qui ont poussé jusqu'à la mer pour couper la zone républicaine en deux, pour séparer la Catalogne du reste. Puis après, le reste, Madrid et compagnie, a fini par tomber. Il restait plus la Catalogne à la fin et une partie des républicains ont fui en France. Et puis la Catalogne a fini par tomber aussi. Je crois que c'est les franquistes qui ont bombardé la ville. On est tout seul. Il y a 0 personne. Du coup, les indépendantistes catalans comme les indépendantistes basques se battaient du côté des républicains. C'était la plus grande chance de devenir indépendant. Ça se voit dans les armements que t'es entre les deux guerres mondiales quand même. T'as vu la gueule du lance-flamme? C'est vachement long. C'est un caisse français ça. Qu'est-ce que je t'allais allemand? C'est quoi ACTGB? C'est de l'huile de bacalao, donc de l'huile de morue. Ah, ça c'est toujours utilisé. Ah ouais? C'est la vitamine D. Donc ça servait à quoi du coup? Pour éviter les carences de vitamine D, surtout quand t'es Ah oui, parce que... exposé au soleil. Ah oui, d'accord. Quand t'es terré dans des trous quoi. Ouais. Il y avait des antibiotiques sur les camions. Chou. C'est des trucs pour faire les douilles? Suppo. Ah, ok. Du coup, ils ont des vraies caisses qui ont vraiment servi. Tu as vu comment elles sont vieilles? Ça se voit, elles ont été bouffées par les termites ou je sais pas. Et là, c'est le drapeau républicain, avec du violet. Le territoire où nous nous trouvons fut la scène, au cours de l'été et l'automne 1938, d'un des épisodes les plus décisifs de la guerre civile espagnole, la bataille de l'Èbre. La principale offensive de cet affrontement plongea les régions de Terra Alta et la Ribera d'Ebra dans un obscur épisode de guerre et de dévastation. L'armée républicaine profita des ravins, des montagnes et des vallées comme tranchées naturelles. Le fleuve, l'Ebra, les montagnes de Pandols, celles de Cabais, entre autres, furent témoins et protagonistes de la barbarie de la bataille, en le détournant de la conquête ici, de Valence. En fait, là, c'était Si la pointe. réussissait, Ça descendait jusque-là et il y avait Teruel. à négocier la paix, ou tout au moins parviendrait-elle à prolonger la guerre avec l'espoir de pouvoir l'englober dans un conflit européen, déjà annoncé par les incursions répétées d'Hitler au nord du continent. L'armée républicaine traversa l'Èbre en 3 points. Mequinensa, Fallo et Amposta
comme manœuvre de distraction pour les troupes franquistes. L'attaque centrale, concentrée entre Ribaroja et Benissanet, avait pour objectif de conquérir le nœud des communications de Gandesa, lié avec Aragon, Tarragona et Tortosa. La pénétration fut rapide, et les troupes atteignirent les limites de Gandesa la nuit même du 25 juillet. Cependant, l'avant-garde républicaine fut freinée les jours suivants par la résistance des franquistes, qui se fortifièrent en créant une nouvelle ligne de front de 60 km de long. Les manœuvres de distraction des républicains au nord et au sud furent bientôt freinées par l'armée franquiste, obligeant les troupes à se retirer afin de se concentrer sur l'offensive centrale et le siège de Gandesa. L'armée républicaine se trouva face à un front bien armé qui recevait constamment des renforts de l'arrière-garde franquiste. Gandesa était un objectif stratégique qui pouvait entraîner la rupture des communications franquistes sur la zone de l'Èbre, et l'armée républicaine fournit de gros efforts pour tenter de la conquérir. La 35e division des brigades internationales arriva aux portes de la ville la nuit du 25 juillet. 3 jours après, cependant, elle avait perdu la moitié de ses effectifs. La 16e division prit la relève le 28 juillet et continua d'essayer de prendre Gandesa par le nord, en direction du pic de la Mort, puis par le sud, vers les Massas d'Engrau, et par le centre. Mais la résistance de l'armée franquiste, retranchée à l'intérieur et aux alentours de la ville, fit échouer les incursions républicaines les unes après les autres. Certaines positions, comme la côte 666, furent conquises puis reconquises jusqu'à 2 fois en une seule journée. Avec un tel relief montagneux, la seconde contre-offensive franquiste fut rude. Ici, le terrain, fait de petites vallées et de précipices bien fortifiés, rendait difficile la conquête et protégeait les troupes républicaines dans les montagnes et les agglomérations voisines. Les combats se déroulèrent au cours de la seconde moitié du mois d'août, reculant seulement de quelques kilomètres et épuisant les troupes rebelles avec une résistance à laquelle Franco ne s'attendait pas. Les 2 premières contre-offensives manquées et la pression internationale pour trouver une solution rapide à la guerre civile, pour éviter que le conflit qui divisait l'Europe ne s'étende, conduisit l'armée franquiste à se réorganiser afin de préparer une attaque simultanée et dévastatrice. Pendant plus de 30 jours, les combats se déroulèrent avec des avancées et des régressions constantes vers le nord, le centre et le sud. Les républicains se réorganisèrent et reconquirent pendant la nuit ce que les franquistes avaient gagné au cours de la journée. Mais la République perdait inévitablement du terrain de jour en jour. Jusqu'à ce qu'ils soient divisés en 2 zones. L'intense attaque d'artillerie et de bombardement anéantirent en quelques jours les troupes républicaines qui résistaient dans la Sierra de Cavalls. Une fois la population de Piney de Brai conquise, les troupes rebelles purent avancer sans beaucoup de résistance vers la rive droite de l'Èbre. Les jours suivants, les franquistes prirent le reste des villages vers l'est et le nord. La nuit du 15 novembre, les derniers soldats républicains traversèrent l'Èbre à Flix. À l'aube du 16 novembre, à 4h45, fut donné l'ordre de détruire le pont de fer de Flix. La bataille de l'Èbre était terminée. Mais les blessures engendrées par la bataille sur le paysage humain, rural et urbain étaient visibles. La zone nord, c'est les forces franquistes. Et autrement, c'est les républicains partout. C'est vraiment au début de la guerre, ça. Non ? 36, oui, c'est ça. Ah bah c'est le jour de l'invasion. Le jour du début du putsch. Et ça, c'est vers la fin de la guerre, par contre. Voilà, c'est ça, 30. Bah déjà, ils avaient pris tout le nord. Ensuite, ils ont réussi à séparer en deux la Catalogne du reste, qui était Valence, tout ça. Et une fois qu'ils étaient séparés en deux, il y a Madrid qui est tombé, toute la partie là est tombée, et puis finalement, les gens ont fui en France. Leur stratégie, au départ, c'était d'affaiblir un maximum le nord pour limiter le nombre de fronts. Et c'est pour ça qu'ils ont bombardé des villes comme Guernica et... Ah, comment elle s'appelle l'autre ville ? Lugano, non ? Je sais plus. El Estado Mayor Republicano no ha previsto una gran penetración para lo que carece de medios y las fuerzas que han atravesado el Ebro chocan con las reservas enemigas llegadas a toda prisa. Son 30 kilómetros entre Fayón. Franco no tiene por qué afectar el equipo. Dispone de fuerzas suficientes para fijar la gran bolsa del Ebro, donde están encerradas buenas unidades republicanas. Moviliza 7 divisiones mandadas por Alonso Vega, Galea, Rada, Barrón, Serrano, Castejón y Águilas.
La boucle est bouclée là. Hello. Hola. Si, hôtel radio. Vale. On vient d'arriver dans notre hôtel à Barcelone. Et c'est la première fois, je crois, que j'arrive dans un hôtel. Et il y a de la musique. En fait, je viens de capter pourquoi on est à la radio, c'est parce que c'est l'hôtel radio. Du coup, c'est logique. En même temps, la radio, c'est un peu un symbole à Barcelone. Dans la guerre espagnole, il y avait les communistes et les anarchistes qui étaient à Barcelone. Et ils ont fini par se battre entre eux. C'était la guerre civile dans la guerre civile. Pour le contrôle d'une station. Alors je sais plus si c'est une station radio ou une station de téléphone dans Barcelone. Enfin, de toute façon, c'est sensiblement la même chose. Surtout à l'époque. Du coup, les communistes ont massacré des petits anarchistes qui tenaient la tour téléphonique ou la tour radio. Alors je sais pas où elle était par contre. Aussi bien, c'est l'endroit où on est. Moi je pense qu'elle a été détruite. Alors, où est-ce qu'on va nous? On va à la Boqueria là. Ouais, c'est un Mercado de la Boqueria. Et nous, on doit être quelque part par là. Et après, on va faire le centre, quartier gothique. J'en ai vu des ascenseurs comme ça, mais celui-ci est particulièrement petit. My recommendation: caution, the mobile, cellular, Yes. cash, money, and the cameras. Okay. Ok. Thank you. We will take care. Thank you. Et même les mecs de l'hôtel disent qu'il faut faire gaffe aux affaires. Téléphone, cash et puis caméra. C'est le quartier gothique, on est tombé sur les seules maisons, c'est les maisons les plus vieilles de Barcelone sans doute, quand j'imagine. C'est vraiment de la pierre, la vieille pierre. Tu les reconnais les villes qui sont vachement touristiques quand même. Tu vois qu'ils ont des infrastructures pour, il y avait marqué devant on parle anglais, il y avait marqué visa, machin. Enfin, tu sens que c'est pas authentique quoi. Ici il est 21h, il y a des gens chez l'esthéticienne, il y a des gens chez le coiffeur. Tout va bien, tout est encore ouvert. Par contre entre 14 et 16h il n'y a personne quoi. Snap. Il y a même des fleuristes qui sont ouverts à 21h. Qui achète des fleurs à 21h? Je dénonce. Ici à Barcelone, tous les arbres sont à 5 à 10 cm en dessous du niveau de la rue. Alors si tu fais fausse route, si tu marches dans le trou, tu peux te péter une jambe. C'est dangereux. Pour changer, c'est tapas. Avec pour changer des patatas bravas, des croquetas au poulet pardon, à neuf avec du jambon ibérique et puis des frites. Et il nous manque les torresnos qui arrivent normalement. Les torresnos, ce sont des lardons grillés quoi. C'est une sorte de lardon grillé. Là c'est impressionnant quand même. C'est vertigineux quand même. Oui, il y a vraiment un travail sur les lumières, c'est sûr. C'est ça le plus joli en fait je trouve. C'est la Costa Brava. Ah, elle est bien turquoise, je vois.